La Cour pénale internationale a totalement dévié de sa vocation naturelle. Elle a été constituée pour venir en aide aux zones à travers le monde où ne règne pas le droit et où par contre se déroulent des crimes très graves, des crimes de guerre, des crimes de génocide. Effectivement, Daniel, pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique, Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, nous consacrons aujourd'hui ce magazine à la récente décision de la commission procédurale de la Cour pénale internationale de La Haye, déclarant ce tribunal, régi en fait par le traité de Rome de 1998, tout à fait compétent pour ouvrir une enquête d'investigation concernant les prétendues violations des droits de l'homme par Israël et Tsahal sur les territoires de la supposée Palestine, à savoir en Judée-Samarie, à Gaza et dans la partie est de Jérusalem. Avec nous en ligne à Jérusalem pour aborder ce dossier, Maître Léon Rosenbaum, bonjour et shalom. Shalom, bonjour. Léon, vous êtes avocat au barreau de Jérusalem, vous êtes cofondateur de l'édition française internationale du Jerusalem Post et animateur du site francophone d'analyse Source Israël. Alors, voilà plus de 6 mois, nous nous étions interrogés ensemble sur ce plateau sur l'insistant acharnement judiciaire à l'encontre d'Israël de la part de Madame Fatou Bensouda, ex-ministre gambienne de la Justice et procureure de cette Cour pénale internationale de La Haye. Or, il semble et vous aviez, en ce qui vous concerne, vous aviez noté cet acharnement. Or, il semble qu'elle ait obtenu bel et bien gain de cause, puisque en date du 5 février, c'est pas très vieux, ce mois de février, voilà donc un peu plus de 10 jours, les 3 juges de la commission de procédure de cette cour ont reconnu par 2 voix contre 1 sa pleine compétence pour recevoir les requêtes palestiniennes contre les prétendus crimes de guerre, je cite, qu'aurait commis Israël dans 3 domaines connexes. D'abord, la guerre de Gaza de 2014, à savoir l'opération Bordure Protectrice, qu'on appelle en Israël Tzuk Etan, l'opération de Tsahal. Ensuite, les affrontements violents de 2018 sur la frontière de Gaza à l'initiative du Hamas. Et aussi, troisièmement et plus largement, un domaine assez stupéfiant, l'activité, comme le dit la Cour, des colonies juives, c'est son jargon, comme celui de l'AFP, en Judée-Samarie, considéré donc en soi par l'autorité palestinienne comme un crime de guerre. Alors, justement, voilà 9 mois, un petit peu avant qu'on se soit vu la dernière fois, vous écriviez en mai 2020 une lettre ouverte aux juges français de cette commission de La Haye. Il y a 3 juges en fait, et vous étiez adressé à Marc Perrin de Brinchambault, un juriste tout comme vous d'ailleurs, disiez-vous dans votre lettre, qui avait dû faire ses études de droit presque en même temps que vous à la faculté de la rue d'Assas à Paris, pour lui recommander de ne pas céder, je vous cite presque, aux pressions mondialistes, voire tiers-mondistes des anti-israéliens de tous bords, et de s'opposer à ces manœuvres démagogiques de l'autorité palestinienne auprès de la Cour de La Haye. Or, il semble bien que M. de Brinchambault n'a pas suivi votre conseil, puisque c'est lui qui, avec un autre juge, dans cette commission de procédure, a fait pencher, donc voilà quelques jours, la balance en faveur de la compétence de la Cour de La Haye pour incriminer Israël dans ces 3 registres. Alors, comment expliquez-vous, Léon, cette décision scandaleuse de cette chambre de procédure qui pourrait avoir de graves conséquences pour l'État d'Israël ? Oui, bien, je ne vois pas d'autre explication sérieuse que la tradition antisémite et antisioniste du Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay est une réalité administrative de l'État français qui a une très longue tradition, malheureusement, d'opposition aux Juifs et encore plus au sionisme. J'ai en particulier attiré l'attention des lecteurs de sourceisraël.com sur l'article publié il y a une quinzaine d'années déjà par un journaliste britannique qui a fait un travail remarquable de réflexion et surtout d'analyse de la politique du Quai d'Orsay vis-à-vis des Juifs et vis-à-vis de l'État d'Israël.
Et ce qui est peut-être le plus frappant, c'est de remarquer que les premiers diplomates, parmi les premiers diplomates, mais presque tous, qui ont été mis en poste en Israël, eh bien, ils continuaient de pratiquer un antisémitisme virulent. Et les rapports qu'ils envoyaient au Quai d'Orsay étaient incroyablement méprisants à l'égard du peuple juif et de l'État d'Israël naissant. Mais Monsieur Brichambaut, dont il est question, alors évidemment, c'est un esprit, c'est une atmosphère, le Quai d'Orsay, mais il n'est pas lui-même directement fonctionnaire du Quai d'Orsay. Il est un juge détaché à la Cour suprême, enfin à la Cour criminelle internationale. Non, c'est d'abord un diplomate. Ça veut dire qu'il appartient au milieu des diplomates du Quai d'Orsay, de toute évidence. D'accord. J'avais souhaité, j'avais espéré qu'un juriste de ma génération, je ne sais pas finalement s'il a étudié en même temps que moi exactement, mais à la même époque, disons. Nous avons à peu près le même âge, j'ai pu supposer qu'il avait été en même temps que moi à la faculté de droit de Paris, à la fin des années 60. En l'occurrence. Du siècle dernier. C'est la raison pour laquelle j'avais cru possible de le convaincre d'arriver avec des arguments extrêmement sérieux, ce que j'ai essayé de faire, et pour le convaincre de ne pas céder à cette mode effroyable qui consiste à nier les droits du peuple juif sur sa terre, sur son pays, et à accompagner les pires calomnies en niant d'ailleurs les points de droit les plus élémentaires. Alors justement, j'allais y venir. Comment ces juges ou ces juristes qui connaissent bien leur texte juridique ont-ils pu établir la compétence de cette Cour pénale internationale alors que, premièrement, la Palestine n'a même pas le statut d'État, y compris à l'ONU, puisqu'elle est un statut d'observateur permanent, et surtout, deuxièmement, alors qu'Israël ne peut être incriminé en droit pur par cette Cour, tout comme d'ailleurs les États-Unis, puisque notre pays, Israël, n'a pas adhéré au traité de Rome de 1998 qui a créé cette Cour internationale. Comment c'est possible, cette pirouette ? Bien, tout simplement parce que la Cour pénale internationale a totalement dévié de sa vocation naturelle. Elle a été constituée pour venir en aide aux zones à travers le monde où ne règne pas le droit et où par contre se déroulent des crimes très graves, des crimes de guerre, des crimes de génocide, et avec le sentiment partagé par certains pays, de nombreux pays d'ailleurs, y compris Israël et les États-Unis, que certains crimes épouvantables doivent être punis par une instance judiciaire crédible. Or, très rapidement, la Cour pénale internationale a trahi sa vocation et elle est devenue un organe politique, de toute évidence, essentiellement en application d'une certaine idéologie mondialiste telle qu'elle a été en particulier exprimée lors de la conférence de Durban. À Durban, il y a véritablement eu une explosion, c'était en 2001, une explosion à la fois de racisme anti-blanc et d'antisémitisme. Et cette idéologie s'est poursuivie dans certains pays, encouragée parfois par certains milieux en Occident même, et qui tente de poursuivre sa course. Ce n'est pas par hasard si les États-Unis ont décidé de renvoyer, de cesser leur appartenance à cette organisation. Et ça n'est pas un hasard si Israël a fait de même. Parce que c'est de toute évidence
il règne dans cette cour et parmi ces juristes une atmosphère malsaine, extrêmement politisée, et à tel point d'ailleurs que beaucoup de gens s'inquiètent pour l'avenir de cette juridiction si il n'est pas donné un coup de redressement sérieux dans les semaines, les mois qui viennent. On va en reparler tout à l'heure, mais j'ai une autre question dès avant. Si après cette décision dont on vient de parler du 5 février, qui est de caractère purement procédural, parce que ce n'est pas le début officiel de l'enquête, la Cour pénale donnait donc suite à ces 3 juges en ouvrant bel et bien une enquête, ce qui n'est pas encore le cas, visant à établir des violations des droits de l'homme par Israël et Tsahal. On aimerait savoir quelles pourraient être les conséquences concrètes pour les dirigeants politiques de l'État hébreu et puis aussi pour les hauts gradés de Tsahal. Pourrait-il être directement condamné, poursuivi, voire arrêté en fonction d'un procès qui serait fait à la fois à l'État d'Israël et à Tsahal? Malheureusement, c'est bien le risque que nous encourons. C'est-à-dire nous allons nous trouver en face de condamnation potentielle, nous n'y sommes pas, hein, mais c'est pas du tout impossible que des gens, des personnes, des personnalités politiques, des personnalités militaires de l'État d'Israël se trouvent attraits devant un tribunal alors que leur seul crime, entre guillemets, aura été de défendre leur pays et leurs citoyens contre des attaques terroristes. Ce qui, d'après moi, si je ne me trompe pas, dans la jurisprudence internationale, n'est pas seulement un droit, mais une obligation pour les États de défendre leurs citoyens contre des agressions extérieures. C'est une obligation élémentaire prévue par le droit international public et qui, disons, le droit international public traditionnel, celui d'avant des interprétations totalement politisées, qui se développent au cours des dernières années et précisément devant cette Cour pénale internationale. Mais je ne crois pas me tromper en rappelant aux auditeurs que cette Cour, qui a été créée à l'initiative du traité de Rome de 1998, mais qui a été mise en place en 2002, donc c'est pas très vieux. Cette cour se voulait être, théoriquement, comme vous le signaliez d'ailleurs tout à l'heure, la poursuite justement du tribunal de Nuremberg, de ce tribunal d'exception qui avait été créé pour juger les crimes nazis, et pour actualiser l'indignation internationale vis-à-vis des crimes de guerre. Alors, si maintenant on incrimine Israël, est-ce que c'est pas dans la droite ligne de cette inversion sidérante qu'on voit d'ailleurs dans les médias, qu'on voit en Europe, y compris au Parlement européen, qui d'ailleurs finance à 60% du budget de cette Cour. Est-ce qu'on n'est pas là dans cette inversion, je dirais, compassionnelle et typiquement antisémite, une sorte de nouvelle affaire Dreyfus à l'échelle, cette fois-ci, de l'État d'Israël, où le juif qui se défend, le juif innocent qui se défend, en tout cas Israël qui défend ses citoyens, doit être maintenant jugé et doit donner des explications sur sa conduite, qui est une conduite d'État souverain. Malheureusement, vous avez raison, c'est-à-dire que nous avons constaté depuis, disons, essentiellement depuis l'an 2000, depuis une vingtaine d'années, une inversion du sens de la Shoah, du sens de la mémoire de la Shoah. La mémoire de la Shoah qui, a priori, devrait être pour nous, juifs et descendants des victimes, enfants et petits-enfants des victimes, devrait être quelque chose de positif, quelque chose qui nous donne le sentiment que nos parents, nos grands-parents ne sont pas morts pour rien, mais que l'humanité aurait fait un progrès pour empêcher la commission de nouveaux crimes de ce type. Eh bien, nous constatons, et c'est dramatique, nous constatons que nous assistons à une inversion des valeurs
Alors, Euh, est-ce que vous pensez, Léon, que la très récente nomination, qui est encore plus récente que la décision du 5 février, puisqu'elle est intervenue le 12 février, il y a quelques jours, la nomination d'un nouveau procureur britannique et donc occidental, qui s'appelle l'avocat Karim Khan, qui remplacera dès le mois de juin prochain Fatou Bensouda, la procureure de cette cour, pourrait contribuer éventuellement à ralentir ou même à enrayer ce processus d'incrimination arbitraire d'Israël, qui ne plaît pas, il faut le dire, à tous les pays membres du traité de Rome, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des pays occidentaux qui ne sont pas très contents de l'anarchie qui règne dans cette cour. On lui avait reproché d'ailleurs d'avoir incriminé beaucoup de pays africains pour régler ses comptes avec un certain nombre de régimes africains. Et le fait est que la nomination de Mme Bensouda, c'était aussi pour y remédier. Or, est-ce qu'elle n'aurait pas trouvé, elle, puisque c'est elle qui a impulsé l'idée d'incriminer Israël, est-ce que ce ne serait pas le bouc émissaire facile de cette fois-ci de trouver un pays qui est assimilable à un pays occidental, c'est-à-dire Israël, qui en plus défraye la chronique au niveau donc de l'antisionisme, etc. Et là, on a un cas en or. Alors, est-ce que vous pensez que Karim Khan va pouvoir éventuellement redresser ce travers? Écoutez, nous pouvons l'espérer, certainement, vu qu'il s'agit d'un juge britannique et que la common law britannique est tout de même une tradition de sérieux et d'honnêteté intellectuelle différente de celle de pays émergents ou qui n'ont pas eu une longue tradition de justice et d'honnêteté véritable dans l'éloignement des motivations politiques. Ceci dit, il faut se souvenir, et le nom de Karim Khan semble bien être caractéristique de cette évolution des dernières années, une population venue des anciens pays coloniaux britanniques, une population importante, est arrivée en Grande-Bretagne et parfois continue de véhiculer des valeurs qui ne sont pas les valeurs traditionnelles britanniques. C'est la même chose pour la France. Et dans ces conditions, je ne mettrai pas ma main au feu que nous puissions nous trouver devant des positions de ce juge particulier, de ce juriste particulier, qui seraient influencés par le passé, qui seraient influencés par des sympathies pour autre chose que la vérité et le droit. Alors justement, Léon, puisqu'il nous reste que un peu moins, enfin 2 minutes et demie maintenant pour cette émission, en quoi pourrait consister la riposte à la fois juridique et aussi diplomatique d'Israël? Autrement dit, comment Israël pourrait expliquer devant cette cour, mais aussi devant le monde, en termes audibles, qu'il n'a fait qu'user en 2014 comme en 2018 de son simple droit à l'autodéfense face aux agressions caractérisées du Hamas contre son territoire souverain? Et puis, question subsidiaire, quand on dit que le troisième chef d'inculpation éventuelle, c'est les activités pionnières ou colonisatrices, comme on dit à l'AFP ou à la Cour d'Israël en Judée-Samarie, alors est-ce qu'on incrimine que le fait d'habiter, de vivre en Judée-Samarie, eh bien, n'est en rien un crime de guerre, puisque c'est bien l'un des chefs d'inculpation, ça va être des crimes de guerre. Mais alors que c'est un droit historique reconnu et parfaitement fondé pour tout juif israélien, on pénètre là, non pas dans un débat de procédure, mais dans un problème de fond sur ce qu'est l'État d'Israël, à la fois aux yeux des Israéliens et des Juifs, mais est-ce qu'il n'est pas aux yeux d'une partie de la communauté internationale? Alors, ce que nous devrions faire, d'abord en tant qu'État, c'est avoir une stratégie claire et décisive. Lors d'une première émission, il y a quelques mois, nous avions évoqué cette obligation qu'a l'État d'Israël de ne pas se contenter de quelques déclarations politiques très vigoureuses, ce qui a été le cas. M. Netanyahou avait fait aussi bien il y a quelques mois qu'il y a quelques jours, de nouvelles déclarations très fermes et qui sont très importantes. Mais ça ne suffit pas.
il faut véritablement mobiliser des équipes de juristes. De diplomates, j'imagine. Et pour cela, il faut des moyens, il faut que l'État investisse des sommes importantes pour lutter contre cette dérive, en fait. Tentative de transformer la réalité et la loi, et surtout la loi, en se fondant faussement sur des lois, sur une apparence de justice. Il est essentiel que l'État d'Israël se mobilise sérieusement, ce qui n'est pas vraiment le cas jusqu'à présent. Très bien. Maintenant, j'avais déjà, il y a quelques mois, lancé un appel aux juristes francophones qui sont devenus nombreux en Israël. Et j'aurais souhaité que les juristes israéliens francophones se mobilisent ensemble pour contribuer à contrebalancer ces effets nocifs de ce qui se passe à la Cour pénale internationale. Et nous avons beaucoup de ressources en Israël, bien plus que de nombreux pays plus importants encore. Encore faut-il que l'esprit de contribution commune se développe, et j'aurais souhaité vraiment que les avocats israéliens francophones qui sont capables de se regrouper dans des sites internet et surtout à communiquer entre eux, trouvent la force et la capacité d'organisation pour monter une opération contre ce qui est en train de se passer à la Cour pénale internationale. Eh bien, espérons que votre appel, cette fois-ci, sera entendu. Je vous remercie, Léon Rosenbaum, pour le temps que vous nous avez consacré à cette discussion. Et pour ceux parmi les avocats qui voudraient répondre à votre appel, eh bien, ils peuvent soit nous contacter, soit vous contacter directement sur Jérusalem. Je vous remercie et bonne santé à tous. À bientôt. À bientôt, merci.